L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle saison de Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole tous les jours pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui, avec nos invités, si on parlait de la chasse qui a ouvert ce dimanche en Isère, du festival Merci Bonsoir qui se déroule cette semaine à Grenoble et du projet de développement du prunier sauvage. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Brahim Rajab, le directeur du prunier sauvage. Bonjour. Bonjour. C'est une salle de spectacle de Grenoble. À côté de vous, Fanchon Pajan. Bonjour Fanchon. Bonjour. De l'association Mixar qui co-organise avec le prunier sauvage le festival Merci Bonsoir, dont on parlera dans quelques minutes. Et puis, troisième invité de cette émission, Danielle Chenavier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération des chasseurs de l'Isère, la chasse qui est ouverte ce dimanche dans notre département. Je ne sais pas s'ils étaient tous dimanche matin sur le pied de guerre, mais il y a combien de chasseurs en Isère ? Un petit peu moins de 17 000. On va arriver à 16 500 cette année, mais tout le monde n'a encore pas validé, donc tout le monde n'était pas sur le terrain encore hier matin. C'est un nombre qui se maintient chaque année, qui baisse Il baisse un petit peu toutes les années. On a une perte entre 200 et 300 chasseurs chaque année. L'État a pourtant fait un geste en divisant par deux, c'est ça le prix du permis de chasse cette année ? C'est le permis de chasse national. Donc il faut savoir qu'il y a deux possibilités de valider son permis. La possibilité de valider sur le département et la possibilité de valider sur le territoire français. Donc, ce n'est pas le même prix. Et c'est le permis national, justement, qui a été divisé par deux. Donc, il y a on va dire des validations qui ont muté, mais ça n'a pas forcément multiplié le nombre de chasseurs. Alors, si je vous dis que le chasseur isérois est un homme plutôt âgé et vivant en milieu rural, est-ce que j'ai bon ? Non, pas forcément, non. Plutôt âgé, bon, si on estime que l'âge de 54 ans, c'est âgé, oui, mais c'est une moyenne. C'est une moyenne, on a beaucoup de jeunes, hein, on forme 400 jeunes permis par an. Et on a de tout. On a des gens du terroir, on a des gens qui viennent de la ville, hein, qui vont chasser en montagne ou en plaine. On a un petit peu de tous les profils. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, par contre, dans ces profils ? Alors, un petit peu, 2% de femmes sur le contingent isérois, c'est le même sur le contingent national. Alors vous êtes d'ailleurs une des rares femmes à présider une fédération de chasse départementale en France. Hein. C'est ça, c'est historique. Pour la première fois, cette année, nous sommes 2 femmes à 2 mois d'intervalle à présider une fédération de chasseurs. Ouais, vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois. Ça fait longtemps que vous chassez ? La chasse, c'est une longue histoire pour moi. Hein. J'ai été élevée à la campagne, dans un milieu rural, dans une ferme, dans la nature, etc. Donc la chasse est venue naturellement vers moi parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui ne faisait pas la distinction entre les filles et les garçons. Hein. Les garçons faisaient du tricot et moi je jouais aux Indiens, c'était pas un problème. Hein. Donc la chasse est venue tout à fait naturellement. Et j'ai rencontré ce milieu de la chasse, j'avais une vingtaine d'années, j'ai pris mon premier permis et j'ai trouvé un monde de gens passionnants, passionnés, et authentiques. Et ça m'a beaucoup plu et je me suis toujours investie dans la gestion de la chasse. Je suis présidente de mon ACCA depuis 21 ans, donc j'en connais un petit bout. Et puis, au niveau de la fédération, je suis administrateur depuis 10 ans. Ah, vous êtes basé dans le Nord-Isère. On chasse, dans le Nord-Isère, oui. On chasse quoi dans votre région ? L'Isère est un département un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'on a 2 territoires en un département. On a tout le Sud-Isère qui est très montagneux, avec des territoires giboyeux, de montagnes, de forêts, et tout le Nord-Isère qui est plutôt consacré à la plaine, avec beaucoup d'urbanisation. Et le gibier, du coup, il n'est pas le même. Hein. En montagne, on a de la grande faune, on a du petit gibier de montagne, alors qu'en plaine, on a plutôt des perdreaux, des faisans, un petit peu de lièvre et puis du chevreuil. Vous disiez que vous aviez commencé à 20 ans. À partir de quel âge on peut officiellement prendre un fusil et aller chasser ? Alors, à partir de 15 ans, on peut faire la chasse accompagnée. C'est comme le permis accompagné en voiture. Hein. On fait une formation. Il faut papa ou maman à côté ou quelqu'un de... Voilà, il faut un parrain qui est formé. On passe une formation, aussi bien le parrain que l'élève. Et à 16 ans, on peut passer son permis de chasse et chasser tout seul. C'est une activité qui n'a pas une très bonne image ces dernières années auprès de la population, auprès des médias. Pour y remédier, vous avez organisé début septembre un dimanche en nature, un événement en plein air qui avait vocation justement à réunir tous les usagers de la nature, qu'ils soient chasseurs ou randonneurs, cyclistes notamment. C'est compliqué de faire cohabiter ces univers ?
En Isère, il y a plusieurs années quand même qu'on a compris, on a fait ce constat, hein, on est nombreux dans la nature, on a des visions différentes de la nature, des pratiques différentes, et on s'est dit, plutôt que de s'opposer ou de se contrarier, il faut se confondre, il faut se rencontrer, comprendre les pratiques des uns et des autres, et essayer de fonctionner ensemble dans le même espace. On ne partage pas l'espace comme un gâteau, avec un petit morceau à chacun, on cohabite, et on vit en nature, ensemble, dans le même temps et dans le même lieu. Et quand on se rencontre, on apprend à se connaître. Et quand on se connaît, on se comprend. Voilà, c'était le but de la journée du dimanche en nature, où on a rassemblé tous nos partenaires, parce qu'on a des conventions avec d'autres fédérations, notamment les randonneurs, les vététistes, les cavaliers. Mais on avait d'autres pratiques, hein, forestières, agricoles, ramasseurs de champignons qui étaient là, avec qui on a pu échanger. Et franchement, c'était très riche. On le voit sur ces images qu'on pratique aussi la chasse à l'arc. La chasse à l'arc, oui, bien sûr. Ça n'a pas été évident quand même. Il y a une formation spéciale pour chasser à l'arc, oui. Ouais, il faut devoir approcher le gibier pas trop loin. Très patient, très rigoureux. Voilà. Alors sur cet événement, il y avait plusieurs élus du territoire qui étaient présents, et notamment la députée grenobloise Émilie Chalas, qu'on voit sur ces images, qui avait proposé l'an dernier au niveau national d'interdire la chasse le dimanche sur certains sites touristiques. Est-ce que c'est une bonne idée ? Nous ne sommes pas favorables à la fermeture du dimanche parce que d'abord, c'est un jour où nos chasseurs sont disponibles. Si on ferme le dimanche, on va chasser samedi, ça déplace le problème. C'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est plutôt la concertation locale. Et ça se passe plutôt bien quand les usagers de la nature se mettent autour de la table et discutent. Par exemple, puisqu'on est à Grenoble, le Bois des Vouillants, ils ont fait un accord partenarial où bien les chasseurs ont décidé de ne plus chasser le dimanche après-midi sur un certain secteur. Et c'est comme ça que ça va marcher. On ne peut pas interdire la chasse de partout alors qu'il y a un problème à un endroit donné. Il y a quand même un jour sans chasse, c'est pas facile à dire en Isère. En Isère, oui, c'est le vendredi. Donc il y a très peu de départements, il n'y a que 6 départements en France qui utilisent le jour de non-chasse. Ce n'est pas une obligation, hein. C'est la fédération des chasseurs qui décide s'il y a un jour de non-chasse. Certains départements en ont 2, nos voisins de là en ont 2. Et nous, on a donc le vendredi qui est un jour de non-chasse en Isère. Alors, vous parliez de la cohabitation et de la sécurité. Il y a des faits divers dramatiques qui viennent malheureusement rappeler que ce n'est pas toujours évident. En octobre 2015, on s'en souvient, un étudiant grenoblois qui partait randonner dans le massif de Beldon avec des amis avait été tué par le tir d'un chasseur, pratiquement sur le parking où il avait garé sa voiture à Frédières. Le procès a eu lieu en mai dernier. La Fédération de chasse s'était d'ailleurs portée partie civile sur ce procès. Nous portons partie civile sur toutes les procédures. On sait ce qui s'est passé aujourd'hui, 3 ans après l'enquête, le procès. L'instruction est toujours en cours. Elle n'a pas déterminé si c'était un tir direct ou un ricochet. Donc ça va repasser en correctionnel, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments. Alors le tireur, lui, a été condamné donc, sur ce premier procès à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, donc un ferme. C'est une peine assez sévère, vous qui étiez partie civile. Je ne peux pas juger du jugement, justement. Je ne suis pas habilitée à me prononcer là-dessus. Simplement, pour nous, c'est dramatique. Hein, pour les chasseurs, quand il arrive un événement comme cela, croyez bien qu'on est atterré. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'il faut au niveau de la formation, de l'éducation de nos chasseurs pour que ça ne se passe plus. Mais malheureusement, l'accident est inévitable. Le risque zéro n'existe pas. Mais on voit quand même que les efforts qu'ont produits les fédérations depuis plusieurs années payent, puisqu'en 20 ans, on a diminué par 2 les accidents. 131 l'année dernière, dont 7 mortels. C'est toujours trop, un non-chasseur. Mais on voit que la formation et l'éducation de nos chasseurs payent. Vous avez les moyens de contrôler sur le terrain que les règles sont respectées? Ah oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Je vous dis ça parce que la préfecture d'Isère a suspendu une association de chasse ce week-end à Cessiné, dans la banlieue, l'agglomération grenobloise. Ça, c'est des outils aussi que vous pouvez avoir, vous, à votre niveau? Alors là, c'est une décision du préfet suite à une instruction qui a été faite par l'État. Nous ne prononçons pas sur la décision du préfet, hein, mais il est évident que tout ce qui peut faciliter, enfin, tout ce qui est, comment dire, le contrôle de la sécurité, pour nous, c'est favorable. Hein. Nos organisateurs de battues sont formés.
Nous avons les moyens de contrôler les carnets de battus, etc. Et les agents de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, contrôlent également sur le terrain. Donc nous sommes vraiment très très vigilants là-dessus. Alors pour faire découvrir cet univers au plus grand nombre, vous ouvrez également un peu vos portes une fois par an. Ça se passera le 20 octobre, hein. Oui, c'est ça. Un dimanche à la chasse. Là, c'est justement dédié aux non-chasseurs. Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'a priori, d'idées reçues, de croyances sur la chasse qui ne sont pas toujours très fondées, que ce soit sur la pratique, sur la réglementation, sur la fonction de la chasse. Et on se rend compte que quand les gens sont un peu curieux, qu'ils ont un libre arbitre, qui ne sont pas un peu formatés par tout ce qu'ils entendent et qui viennent nous voir, nous rencontrer et chasser avec nous, ils repartent quelquefois avec une notion différente. Ils se disent c'est ça la chasse, finalement, je m'étais trompé. Les chasseurs sont très prudents et ils font plein de choses sur le terrain, on n'aurait jamais imaginé. Parce que c'est vrai qu'au-delà du loisir, il y a aussi une utilité de la chasse pour réguler certaines espèces dans les champs notamment. Les chasseurs, par exemple, sont les premiers planteurs de haies en Isère. On a planté plus de 40 km de haies. Donc ça ne sert pas qu'au gibier, ça sert à tous les oiseaux. Nous valorisons aussi les semences faunistiques pour le gibier. Le gilet jaune était à la mode ces dernières semaines. Le gilet orange revient puisque les chasseurs sont sortis jusqu'au mois de février. Il y a plusieurs mois de chasse. Et puis ça, en clin d'œil, c'est ce que vous proposez aux pratiquants de la nature non-chasseurs pour... Alors, on a 3 thèmes. On va développer 3 thèmes en 3 ans. Donc, vivons la nature ensemble. D'abord, soyons visibles. On se voit. On sait où on est, on s'identifie. L'année prochaine, c'est soyons audibles. Les VTTistes ont commencé, ils mettent une petite cochette sur leur vélo qu'ils peuvent arrêter ou mettre en route quand ils traversent une zone de battue. Donc on les entend avant de les voir, ça évite la surprise. Et le 3e thème, ce sera « Soyons courtois ». Appliquons les codes sociaux fondamentaux, on se dit bonjour, on se rencontre, on se sourit et tout va pour le mieux. Bon. Merci Daniel, on est toujours très courtois d'ailleurs sur cette émission. Et si vous voulez des informations et notamment vous inscrire à ce dimanche, portes ouvertes le 20 octobre, un dimanche à la chasse, les infos sont sur le site internet chasse38.com. Brahim, franchement je ne sais pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas des chasseurs vous. Hein pas trop. Pas trop. Bon. Alors, avec vous, on ne va d'ailleurs pas parler de chasse, ça tombe bien, mais de Merci Bonsoir, qui est le nom du festival d'art de rue qui se déroule cette semaine à Grenoble. Franchement, il est venu avec un chapeau qui symbolise un peu les arts de rue, puisque souvent les artistes se font payer, c'est ça, au chapeau? Oui, c'est ça. En règle générale, c'est les artistes qui se font payer au chapeau. Donc nous, cette année, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a effectivement, on passe tout le festival à prix libre au lieu d'avoir une billetterie fixe pour respecter, entre guillemets, les codes des arts de rue, voilà, l'esprit. Mais il faut savoir que nous, sur le festival, tous les artistes sont payés sous contrat. Et la somme qui est reçue dans le chapeau, donc les dons du public, reviennent au festival pour perdurer le projet, pour continuer à le faire vivre les futures années, quoi. Alors, c'est une association en termes de production entre le Prunier de Sauvage, salle de spectacle du quartier Mistral à Grenoble, et puis l'association Mixart. Vous travaillez tous les deux de concert sur cette opération. Tout à fait. Mais nous, on ne se qualifie pas de salle de spectacle, mais plutôt de lieu de vie artistique et culturel. C'est plus large que ça, on va le voir tout à l'heure. La rue, franchement, Brahim, c'est un terrain souvent de création, d'expérimentation pour le spectacle vivant. Mais c'est un terrain hyper intéressant, ça permet de mélanger des publics, de mélanger des styles, de faire découvrir un petit peu plusieurs disciplines, puisque l'espace est large, il est ouvert, il est divers, il est varié, on trouve de tout, que ce soit du gravier, de l'herbe, du béton, des arbres. Les artistes peuvent jouer avec le décor, avec leur lieu et avec le public. Là, on voit des images de la compagnie Occiput avec le spectacle Full Fuel. Là, c'est le problème inverse de la chasse. C'est que des filles sur ce spectacle. Ça aura lieu vendredi à 19h45 au Parc des Arts, Parc Bachelard. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors, officiellement, je crois que c'est le Parc des Champs-Élysées. Vrai, tous les Grenoblois l'appellent Parc Bachelard. Et nous avons décidé de l'appeler Parc des Arts, puisque c'est le projet que l'on porte
sur cet espace-là, de créer un véritable pôle des arts de la rue, des arts sur l'espace public et les arts du cirque. Les arts de la rue, c'est vraiment un univers particulier dans le monde du spectacle ou les compagnies qu'on voit là, on peut les retrouver aussi dans des théâtres ou des salles de spectacle plus classiques? Mais il y a un peu des deux. Nous, on va dire qu'on programme et des compagnies d'art de rue qui ne se produisent que dans la rue et des compagnies de spectacle qu'on retrouve essentiellement dans des théâtres et que là, nous, on invite à se produire en ville. Donc, on retrouve un petit peu de tout. C'est assez sympa d'ailleurs de voir que certains sont plus ou moins à l'aise, qui cherchent leurs repères, qui doivent adapter des fois leur spectacle pour qu'il ait lieu là où on les a programmés. Il y a combien de spectacles différents pendant cette semaine? Merci, bonsoir. Bonne trentaine, voire une quarantaine, je dirais. Il y a une centaine d'artistes, en tout cas, sur cette édition, qui va être une très belle édition, riche et diversifiée. Vous parliez des artistes, la particularité des artistes de la rue. On a de plus en plus d'artistes qui travaillent en salle, qui ont envie d'expérimenter aussi l'espace public. Il y a cette envie, on ressent en tout cas de plus en plus cette envie de sortir des lieux dédiés pour aller se confronter à tous les publics. On a d'ailleurs dans l'édition de Merci Bonsoir, dès l'ouverture, une compagnie qui est la compagnie Épiderme, qui est plutôt sur la danse contemporaine et qui a beaucoup travaillé en salle et qui vient là avec un projet sur l'espace public, pour l'espace public. Bon, là, les images qu'on voit, c'est la compagnie, c'est Five Foot Fingers, en anglais dans le texte. Ils sont cinq garçons. Plutôt là, on est proche de l'environnement des arts du cirque, de l'acrobatie. Tout à fait, ouais. C'est plutôt du cirque, c'est tout public. Et ils se produisent en rue, comme sous chapiteau, comme dans des théâtres. Voilà, tout dépend de ce qui les invite. Alors, si vous voulez les voir, ce sera ce jeudi à 20h30. Donc toujours au Parc des Arts Bachelard Champs-Élysées. On va l'appeler comme ça pour que tout le monde identifie bien le lieu. C'est en tout cas le cœur de ce festival cette année. Je disais, c'est à côté du quartier Mistral, entre le quartier Mistral et le Parc Bachelard, où on pratique surtout des activités sportives. C'est un projet que vous portez depuis plusieurs années déjà, Brahim, avec la structure du Prunier Sauvage. Avec le Prunier Sauvage, nous avons décidé de porter ce projet-là de pôle des arts sur l'espace public et des arts du cirque, qui est une innovation puisque ça n'existe pas à l'échelle départementale. Et c'est en concertation avec des artistes locaux, des acteurs locaux comme Mixart et d'autres acteurs. L'envie est vraiment d'affirmer la place de l'art sur ce territoire-là, aux abords de ce quartier-là. Pour nous, c'est symbolique, c'est nécessaire, c'est politique aussi. Et aller sur l'espace public, ça n'a rien d'évident. C'est chargé de questions sociétales. Et c'est ce qui nous anime, nous, en tout cas, au Prunier Sauvage, c'est comment le levier culturel est un levier de transformation sociale. Il y a eu un premier pas il y a 2 ans avec l'inauguration du théâtre de Verdure. On en voit quelques images. Aujourd'hui, quelle est l'étape suivante que vous aimeriez voir aboutir ? Alors, il faut savoir que le Parc des Arts, concrètement, c'est plusieurs structures, dont le théâtre de Verdure, mais il y aura aussi un restaurant, un pôle de création pérenne, des bureaux, un lieu de construction de décors. Et aujourd'hui, l'étape à laquelle nous sommes là, c'est de rencontrer donc bientôt, là, après-demain, le 11 septembre. Donc, il y aura une rencontre avec toutes les collectivités territoriales et le ministère de la Culture pour avancer sur ce projet qui est, je dois le dire aussi, fortement impulsé par la ville de Grenoble et ses élus. Vous parliez de la proximité, de l'importance du lien avec le quartier Mistral. Il y a eu des émeutes, on peut les appeler comme ça, il y a quelques mois. Est-ce que ça peut être un handicap quand on va ensuite porter des projets comme ça auprès de l'État qui peut avoir une vision un peu biaisée peut-être du territoire que vous défendez ? En tout cas, pour moi, ça justifie encore plus l'existence de ce type de projet. Et c'est pour ça qu'on veut aller sur l'espace public. On est en 5 ans d'existence du projet, par exemple, de l'Orchestre des enfants, qui est un projet phare du Prunier Sauvage. Nous avons initié des pratiques qui n'existaient pas vraiment dans le quartier. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants qui pratiquent la musique et nous avons des enfants qui sont
très talentueux. Le quartier est riche en talent. Il y a une véritable vitalité associative. Nous avons un beau club de foot. Nous avons une maison de l'enfance qui fait un travail formidable, l'école, etc. Mais voilà, nous sommes là pour affirmer la place de la culture et de l'art et c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Donc ce genre d'événement malheureux dont vous faites référence arrive de temps en temps. Il faut mettre aujourd'hui en place les moyens pour que ça arrive, que ça n'arrive plus en tout cas. Et pour nous, le levier culturel fera en sorte qu'on se donne toutes les chances pour que ça n'arrive plus. Alors là, on voit des images d'un spectacle de la Fabrique des Petites Utopies qui aura lieu au même endroit, mais un peu plus tard, à partir du 28 septembre. C'est pareil, une compagnie avec laquelle vous travaillez depuis plusieurs années, qui vient souvent en résidence chez vous, qui pose son chapiteau juste à côté de la salle. Oui, tout à fait. On travaille avec la Fabrique des Petites Utopies, qui est une compagnie associée à ce projet Parc des Arts depuis le début. Leur chapiteau est installé là pour accueillir d'autres compagnies. Ils viennent avec une nouvelle création qui est Mondofolie, l'histoire d'un jeu de société, un grand jeu de société pour expliquer le monde dans lequel nous vivons. Ce sera à partir du 28 septembre jusqu'au 5 octobre. Avant ça, cette semaine, c'est les arts de rue. Et puis, je sais que vous avez un petit coup de cœur pour un spectacle que vous allez accueillir entre les deux. À partir du 20 septembre, la compagnie Cabasse. On les voit là en train de répéter, justement. C'est une jeune compagnie où il y a des artistes français, marocains, anglais. C'est un très beau travail de la metteur en scène Sofia Pérez qui travaille vraiment sur l'identité culturelle. C'est une jeune fille qui est née au Maroc, qui a quitté le Maroc quand elle avait 4 ans. Et toutes ces questions-là d'interculturalité la traversent de manière intime et intéressante. Donc voilà, c'est un projet que nous soutenons et que nous allons proposer le 20 et 21 septembre sous chapiteau. Donc un très beau spectacle aussi poétique et spectaculaire. Très bien, merci à tous les deux. Le programme, alors franchement, elle l'a là en papier, mais on peut également l'avoir sur Internet, sur le site notamment de Mixart tout au long de cette semaine. Je sais pas, je vais peut-être garder le chapeau là. J'ai pas osé le mettre, mais maintenant qu'on arrive ah oui, bon, effectivement. J'ai pris la grosse tête en faisant de la télé, mais pas assez finalement. Je peux encore me laisser quelques années tranquille. On aura d'ailleurs Topic en fin de semaine sur ce plateau, qui est l'un des humoristes invités aussi du festival. Merci, bonsoir. Il viendra nous parler de son spectacle et puis de sa carrière, le Grenoblois. On termine avec les budgets participatifs. C'est aussi l'actualité de cette rentrée à Grenoble. Ah oui, on va beaucoup voter cette saison. Il y aura les municipales en mars 2020. Mais avant ça, depuis 5 ans, les Grenoblois sont appelés aux urnes à chaque rentrée pour les budgets participatifs. La ville met en jeu 800 000 € pour réaliser des projets portés par les habitants qui sont censés améliorer notre cadre de vie. Cette année, il y a 21 projets qui ont été retenus pour l'édition 2019. Seuls ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de voix seront financés. On va tous vous les présenter au fur et à mesure de cette émission dans les semaines qui viennent. Et on démarre par le premier, appelé Guinguette urbaine. Nous faisons la promotion du projet participatif de la Guinguette urbaine. Sur ce lieu spécial, qui est l'été au parc, la piste de danse extérieure, qui nous inspire fortement. Si cette piste de danse est éphémère pour remplir la fonction de l'animation sur une période donnée d'1 mois et demi pendant l'été, nous proposons un lieu fixe qui deviendrait une scène extérieure et un nouveau lieu de vie pour la ville de Grenoble. Alors, comment réaliser cette idée ? En créant un espace de 200 mètres carrés, avec une partie ou en totalité qui serait couverte, pour avoir un espace protégé et disponible toute l'année. Nous avons demandé couvert pour avoir un espace, si jamais il pleut, de pouvoir quand même venir pratiquer. Et ça laisserait l'opportunité d'avoir un espace pour se retrouver et se rencontrer pour pratiquer toutes les danses. Voilà, un projet ambitieux puisqu'il est estimé à 190 000 €. Brahim, rapidement, ça vous parle, une piste de danse couverte permanente Oui, ça nous parle parce que c'est quelque chose, ça fait partie de ce qu'on avait proposé dans le cadre du Parc des Arts il y a quelques années et qui existe aussi encore actuellement dans le Parc des Arts, dans le projet qu'on propose. Voilà, nous proposons, sauf que le nôtre n'aura pas lieu
au parc Paul Mistral, mais plutôt au parc des Arts, plus près à côté de la cité Mistral. Voilà. Pas et nous revendiquons d'être à côté du quartier Mistral. Et c'est un beau quartier et un territoire qui ne demande qu'à être ouvert et plein de vitalité. Voilà. Le public pourra s'en rendre compte ce week-end, hein, puisque le festival s'établit là-bas pendant plusieurs jours. Allez, deuxième projet en compétition, il s'agit d'un poulailler collectif, et c'est Colette, une habitante de l'île Verte, qui nous le présente. Ce poulailler sera implanté dans le parc des Trois Tours, au pied de la tour Vercors, là où on a récemment installé des composteurs. Et comme ces composteurs marchent très bien, c'est comme ça qu'a germé l'idée d'implanter, de créer un poulailler collectif. Alors pourquoi un poulailler ? Parce que premièrement, on a besoin de retrouver un lien avec les animaux domestiques qui nous accompagnent quotidiennement, qui nous nourrissent. Et par exemple, tout le monde sait que les poules que l'on va installer dans le poulailler seront des poules pondeuses. Il n'y aura pas de coq. Et donc, on pourra récolter les œufs. Voilà, c'est important de ne pas mélanger le coq avec les poules. Une poule, c'est à peu près... Oui. Juste si je peux me permettre, il y a eu aussi déjà un projet juste à côté de Mistral qui a été proposé de poulailler, qui a été élu. Donc, il y a eu un poulailler au quartier Abri, derrière le parc. Vous êtes des précurseurs là-bas, en fait. Hein. Eh bien oui. Et d'ailleurs, ils se sont trompés en prenant les poussins au départ. Il y avait un coq qui s'est caché parmi les poules. Et donc, faites attention aux poussins que vous prenez. Bon, puis une poule, ça peut consommer 150 kg de déchets organiques par an. Donc, c'est aussi pas mal pour ce qui nous occupe en ce moment, c'est-à-dire améliorer notre environnement. Le vote est ouvert. Tous les Grenoblois qui ont plus de 16 ans jusqu'au 5 octobre. On vous présentera tous les projets, mais vous pouvez les retrouver en intégralité sur notre site internet, sur le replay de Télégrenoble.net. Merci à tous les trois. Demain, d'autres invités. On aura notamment la championne de France de voltige aérienne et puis Samuel Marie qui, malgré son handicap, parcourt le monde. Il fait 60 000 km avec son fauteuil chaque année en voyageant dans tous les pays. À demain. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.